Donc, et je vais vous parler donc des hépatopathies à IgG4 et des points clés. Alors d'abord un tout petit peu de terminologie parce qu'on se perd facilement dans cette maladie. Donc parce que dans ces hépatopathies, dans ces maladies à IgG4 du foie, la principale, c'est celle qu'on appelle IgG4 Associated Cholangitis ou IAC. C'est surtout de celle-là dont je vais vous parler. Il y a un terme quasiment synonyme suivant les papiers qui est IgG4, donc cholangite sclérosante à IgG4, mais on peut considérer que c'est synonyme. Un terme alors un peu plus vaste, c'est hépatopathie à IgG4. Donc là, c'est dès qu'il y a des cellules à IgG4, enfin on pense qu'il y a des cellules à IgG4 intervenant dans ces maladies du foie. Donc ça inclut les cholangites, les cholangites à IgG4, les éventuels, mais ça c'est un sujet un peu de polémique, est-ce qu'il y a des hépatites auto-immunes à IgG4 ? C'est un point encore de discussion. Et puis il y a quand même aussi les pseudo-tumeurs inflammatoires du foie et d'huile en particulier, qui rentrent dans cette large catégorie de maladies à IgG4. Donc je vais vous parler surtout quand même des cholangites à IgG4. Donc pour nous les hépatologues, c'est une notion relativement récente, parce que vous savez que dans le cadre des maladies à IgG4, c'est le pancréas qui a débuté, et on dit même que la première probable pancréatite à IgG4 a été décrite cocorico par Henri Sarl en 61, je crois. Et puis après, c'est surtout les auteurs japonais, puisqu'il y a beaucoup de maladies à IgG4 là-bas. Donc, quel que soit le nom, il faut bien concevoir qu'il s'agit de l'atteinte biliaire de la maladie systémique à IgG4, donc related disease. Donc, comment cette maladie, donc au sens général, elle est définie? Donc, c'est une affection fibro-inflammatoire caractérisée par, donc, assez souvent une tuméfaction, là, c'est la maladie à IgG4 en général, avec un infiltrat lymphoplasmocytaire riche en plasmocytes à IgG4, une lésion histologique très, très particulière qui s'appelle la storiforme fibrosis. Je vous montrerai des images, donc fibrose entrelacée, tourbillonnante, mais on va voir à quoi ça correspond. Et puis associée souvent, mais de façon inconstante, à une augmentation des IgG4 sériques. C'est pour ça que le nom est un peu, éventuellement un peu trompeur. On peut avoir des maladies IgG4 avec des IgG4 sériques normales. Et donc cette maladie fibro-inflammatoire, elle peut intéresser pratiquement tous les organes. Et la maladie, un peu par analogie, on dit, faut penser à la sarcoïdose qui peut toucher effectivement tous les organes. Donc en tête le pancréas, les glandes salivaires, mais les reins aussi, les poumons, l'aorte, les ganglions, et même cette pauvre prostate qui n'en demandait pas tant. Dans cette maladie à IgG4, donc vous voyez la longue liste avec des maladies dont qu'on avait appris quand on était en culotte courte ou en soquette blanche. Par exemple, la thyroïdite de Riedel, hein, c'est mis dans la fibrose rétro-péritonéale, maladie d'Ormond. Donc vous voyez, ça touche ça peut toucher tous les organes, et cette notion donc d'atteinte de plusieurs organes, ça va être important dans la démarche diagnostique. Donc là, c'est juste pour le plaisir des yeux. Donc là, vous voyez, c'est l'atteinte des glandes salivaires, l'atteinte ophtalmique et l'atteinte pancréatique. Alors, un petit mot de pathogénie, en sachant que c'est loin d'être clair.
Donc on estime que comme trigger, si j'ose dire, il y a sûrement des phénomènes d'auto-immunité, il y a peut-être des agents infectieux. Quoi qu'il en soit, il y a une prolifération clonale des lymphocytes B. Hein, ça, c'est l'élément essentiel, qui est sous la dépendance d'ailleurs d'une prolifération TH2 et une augmentation des Tregs, ce qui est très original pour une maladie dite auto-immune, hein, où vous savez, en principe, les Tregs sont diminués. Quoi qu'il en soit, il y a cette prolifération des lymphocytes B qui vont sécréter de l'IgG4 et la libération de nombreuses cytokines, donc pro-inflammatoires et pro-fibrosantes, comme le TGF-bêta. Et donc les conséquences macroscopiques, si j'ose dire, ça va être éventuellement donc un aspect tumoral ou des dommages épithéliaux et le développement d'une fibrose. Alors sur les stimulants, enfin sur les triggers, donc on a parlé d'Helicobacter pylori, hein, même, puisqu'il y a beaucoup de sérologies positives. Et les Hollandais ont trouvé que c'était peut-être l'exposition à des toxiques. Ils ont proposé que quand on avait un blue collar work, même si on bricolait de façon intensive, ça semble être un facteur de risque. Et il y a un papier très récent qui dit que peut-être l'antigène cible serait l'annexine A11, donc c'est une protéine assez ubiquitaire, intracytoplasmique, qui est dans de nombreux organes, et ils ont trouvé qu'il y avait une spécificité des IgG4 vis-à-vis de cette protéine. Ça demande à être confirmé. Et les IgG4, qu'est-ce que ça fait réellement là-dedans, puisque l'hypothèse, c'est que éventuellement les IgG4 sont plus une réponse d'ailleurs plutôt anti-inflammatoire que le mécanisme des lésions. Parce que dans ce modèle-là, par exemple, les IgG4 bloquaient la liaison entre des IgG1 et l'annexine. Puis il y a plein d'exemples aussi, les ramasseurs de ruches, là, par exemple, enfin, qui sont exposés à de nombreuses piqûres d'abeilles. On sait qu'ils ont des taux d'IgG4 très très élevés et on pense que c'est un mécanisme protecteur qu'ils ont bâti. Donc, est-ce que c'est vraiment auto-immun? On ne sait pas, pas trop. Donc, encore énormément d'inconnus. Les lésions histologiques donc, que je vous avais promises, donc bien sûr une inflammation lymphoplasmocytaire avec en immunomarquage bien sûr des IgG4. Une autre lésion intéressante, mais qui est bien sûr sous-épithéliale, c'est la phlébite oblitérante. Et puis la storiforme fibrosis, donc vous voyez un aspect effectivement tourbillonné, entrelaçant, et notre anapathe, ça j'ai déjà fait à quelques-uns, disait il faut penser à Van Gogh, vous voyez, quand on pense à cette fibrose. Je suis sûr que vous regarderez d'un œil différent vos biopsies maintenant. Donc, si on revient là, c'était les grandes généralités. Pour les cholangites à IgG4, donc on peut dire que c'est une maladie sténosante des voies biliaires caractérisée typiquement, mais le typique n'est pas loin d'être constant. Donc, par une augmentation des IgG4 sériques, en sachant que physiologiquement, hein, on a le range de normalité est très large, puisque ça va de 0,01 à 1,4 grammes par litre. Donc le seuil d'élévation retenu dans la littérature, c'est 1,4, mais si on part de 0,02, on aura probablement des IgG4 normales. Caractérisé par une infiltration des voies biliaires par des plasmocytes à IgG4, qui touchent souvent les voies biliaires
extrahépatique, mais l'atteinte intrahépatique est possible. Et puis surtout sur le plan diagnostique, qui est souvent associé à une autre pathologie fibro-inflammatoire, donc un autre organe touché, et notamment donc la pancréatite auto-immune de type 1, dont la prévalence est particulièrement élevée au Japon et à Beaujon d'ailleurs. Et donc si la prévalence donc, des cholangites AIgG4 au cours des PAI1, par exemple, est estimée. Il voit une association dans 15% des cas. Et puis le point pratique et clinique majeur, c'est bien sûr la bonne réponse aux corticoïdes, mais qui est d'autant meilleur que le diagnostic est fait précocement. Donc c'est là, vous voyez, un exemple. On se prend pour des grands docteurs, mais c'est extrêmement gratifiant après simplement 3 mois de cette bonne vieille prednisone. Donc, sur les aspects cholangiographiques, eh ben, c'est très, très difficile. Il y a différents aspects. Bon, ça, c'est une classification qui n'est pas utile de retenir. Mais, vous voyez, ça peut toucher les voies biliaires exclusivement extra-hépatiques. Et là, bien sûr, le diagnostic principal différentiel, c'est le cancer du pancréas ou un cholangiocarcinome. L'autre grand risque avec des atteintes plurifocales, on se pose la question bien sûr d'une cholangite sclérosante primitive classique. Et puis, vous voyez, il y a encore d'autres aspects avec toujours cette discussion sur le cholangiocarcinome. Donc il n'y a aucun élément réellement distinctif, mais dans ces cholangites IgG4, l'atteinte est souvent plutôt distale, elle est longue et il y a un épaississement circulaire et symétrique de la paroi biliaire, ça qu'on peut bien évaluer par soit écho-endo, soit par IRM. Et puis bien sûr, le grand message, c'est bien regarder le pancréas, voir s'il n'y a pas des signes évocateurs de pancréatite auto-immune, parce que dans ce cas-là, ça devient un argument diagnostique majeur. Donc si on compare entre CSP dite classique et cholangite IgG4, eh ben c'est plutôt des hommes, ce qui est vrai dans la cholangite, mais là c'est écrasant, hein, il y a 8 fois plus d'hommes que de femmes, et ce sont des hommes habituellement plus âgés. L'âge moyen c'est 65 ans, et souvent une révélation assez brutale par un ictère. Donc, cholangite sclérosante classique révélée à 65 ans par un ictère. Donc, normalement, c'est soit un cancer du pancréas, soit dans les bons cas, une cholangite à IgG4. Il y a bien sûr beaucoup plus de Mickey dans les cholangites sclérosantes classiques. Mais sa présence n'élimine pas formellement une cholangite à IgG4. Bien sûr, il y a l'éventuelle pancréatite associée. Ça semble, on y reviendra, très rarement associé à un cholangiocarcinome, au contraire de la CSP. L'atteinte des autres organes, argument très très important. Sur l'aspect cholangiographique, on a vu, c'est quand même très très difficile. Et en tout cas, plutôt dans l'expérience occidentale, les IgG4 sont au plus, je dirais, élevés dans 70% des cas, puis c'est assez dépendant, est-ce qu'il y a une pancréatite auto-immune associée ou pas. Il y a quelques cholangites sclérosantes, c'est là où ça se complique, où il y a classique, où il y a une association, une élévation modérée des IgG4. On a dit que ça avait peut-être un moins bon pronostic, ça allait plus souvent à la transplantation, mais sur les pièces de transplantation, il n'y avait pas d'argument pour une maladie à IgG4. Et puis bien sûr, la différence principale, c'est la réponse aux corticoïdes. Quoi qu'il en soit, les recommandations devant un tableau de cholangite sclérosante de la société américaine, au diagnostic, il faut doser systématiquement les IgG4, mais on a vu les difficultés
une élévation modérée ne veut pas forcément dire maladie IgG4 et l'absence n'élimine pas le diagnostic. Donc nous voilà bien partis. Donc les Hollandais qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets, là c'est dans différents groupes, cholangite sclérosante classique, cholangite à IgG4 et puis CBP comme groupe contrôle, c'est les valeurs des IgG4. Donc vous voyez que quand c'est très élevé, au-dessus de 4 fois la normale, là, ça distingue assez nettement, mais il y a une zone de recoupement très important. Et dans ce cas-là, ils ont proposé que le rapport IgG4 sérique sur IgG1 avait une performance diagnostique meilleure si c'était supérieur à 0,24. Eh bien, ça orientait plus vers une vraie maladie à IgG4. Et puis, j'attire surtout votre attention sur la difficulté également avec le cholangiocarcinome. Ça, c'est une série américaine, donc ils ont regardé dans différents éléments. Donc ça, c'est les cholangites à IgG4. Et vous voyez, par rapport au cholangiocarcinome, y compris sur CSP classique, il y a des valeurs qui peuvent être très très élevées. Donc leur conclusion c'était oh là là, faites attention, une élévation des IgG4 à elle seule ne permet pas d'exclure le diagnostic de cholangio-K et même le seuil de 2 fois est incertain. Donc il disait si on veut être à peu près tranquille, c'est 4 fois les valeurs normales, donc on est plus vers 5 grammes que vers 2,8 grammes. Et aussi le principe important, donc attention, une élévation isolée des IgG4 ne fait pas un diagnostic de cholangite à IgG4. Dans des grandes séries de médecine interne, quand on regarde les élévations des IgG4, on arrive finalement que dans 10% des cas à un diagnostic de maladie IgG4 au cours d'infections, au cours d'affections pulmonaires, on peut avoir d'allergies, on peut avoir une augmentation des IgG4. Alors récemment, mais là c'est pas de la science-fiction, mais c'est pas en pratique courante, toujours les mêmes Hollandais ont trouvé que quand on mesurait en PCR quantitative un ARN codant pour le récepteur des lymphocytes B, IgG4 ou IgG1, ça faisait mieux que le rapport, mais c'est une technique qui n'est pas encore du tout développée. Alors sur le plan histologique, on a vu des exemples, mais pour nous, en termes biliaires, eh bien, c'est plus difficile. Puisque les biopsies endobiliaires, donc on peut trouver, ça c'est le grand papier de la Mayo Clinique, la présence d'IgG4, mais avec une concentration, si j'ose dire, relativement modérée, et ça ne permet pas un diagnostic ferme. Ça oriente un peu plus, mais ça ne permet pas un diagnostic ferme. La biopsie hépatique, qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Les aspects sont variables, le plus souvent non spécifiques. Dans les séries japonaises, ils décrivent assez souvent la présence de plasmocytes à IgG4, voire de cholangite à IgG4 dans ce papier. Nous, dans notre expérience, c'est assez rarement contributif et on l'a fait plutôt s'il y a déjà des signes d'atteinte, en tout cas biliaire, avec des sténoses intra-hépatiques. Et puis, il est recommandé, notamment dans les pancréatites auto-immunes, de faire systématiquement des biopsies péripapillaires. Dans les cholangites IgG4 purs, on ne sait pas encore réellement le rendement, mais on peut le recommander. Et sur le plan histologique, il y a plutôt que des valeurs absolues. Les anapathes, ça c'est une conférence de consensus, dit qu'un point très important, c'est le rapport IgG4 sur IgG qui doit être idéalement supérieur à 40%. Et puis enfin, il y a peut-être qu'en cholangioscopie, il y a un aspect particulier, mais là ça demande tout à fait à être validé. Donc finalement, nous en pratique clinique, on utilise les critères dits ISOR, donc c'est pour histologie, sérum, donc les IgG4, O pour l'atteinte d'autres organes, et RT, c'est la réponse au traitement. Donc on est devant un malade avec des sténoses
des voies biliaires. Donc la vie est simple si, pour une raison ou une autre, on a déjà eu des pièces histologiques, puisque c'est vraiment, surtout sur les pièces histologiques, une phlébite oblitérante, vous n'avez aucune chance de le voir sur une biopsie d'épithélium, il faut des pièces macroscopiques. Donc là, ça, c'est très facile. L'autre situation où on peut dire oui, c'est une maladie à IgG4, c'est si on a des images vraiment caractéristiques radiologiques de pancréatite auto-immune et une élévation des IgG4, mais le plus souvent, on n'a que certains éléments. Donc là, les critères proposés, c'est au moins deux de ceux-là, augmentation des IgG4, aspect évocateur mais non typique de pancréatite auto-immune, atteinte d'un autre organe, et puis éventuellement une biopsie biliaire où on a vu quand même un peu d'IgG4. Et dans ces conditions-là, s'il y a déjà une suspicion, là, il est tout à fait légitime de proposer une tentative de traitement par corticoïdes. On va revenir sur les modalités. Et là, en 4 semaines, on doit observer une nette amélioration. Et dans ce cas-là, ça nous permet de dire oui, c'est bien une cholangite à IgG4. Et si ça ne marche pas, eh ben on arrête. Et puis, attention, est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté d'un cholangiocarcinome qui est quand même notre hantise dans ce contexte. Et alors, pour illustrer ça, pour nous enlever tout complexe, parce qu'en réalité, c'est vraiment pas facile, ça c'est l'expérience de la Mayo Clinique. Vous voyez, alors là, c'était qu'une atteinte biliaire pure, sans atteinte pancréatique, etc. Et ben, ils ont retrouvé 9 cas, et dans 8 cas, et ben, c'est uniquement sur une pièce de résection chirurgicale qui sont parvenus au diagnostic. Donc finalement, un échec, puisque un traitement bien conduit peut permettre d'éviter ça. Et vous voyez, une augmentation des IgG4, c'était que dans 3 cas sur 8, et encore, c'était une élévation modérée des IgG4 sériques. Donc c'est dur, mais il n'y a pas que chez nous que c'est dur. Alors, est-ce qu'il y a des hépatites auto-immunes à IgG4 ? Donc, ça avait été décrit au Japon et puis même en France. Donc, un papier avait suggéré ça. Et alors, les recommandations européennes disent, eh bien, oui, il y a des case reports, mais vraiment, on ne sait pas. C'est loin d'être clair. Et quand même, le message principal, c'est dans cette série française, la réponse aux corticoïdes semblait identique à celle d'une hépatite auto-immune classique. Donc c'est intéressant intellectuellement, mais pour le moment, ça n'a pas de conséquences pratiques. Alors les enfants, je lui ai dit il faut que je mette une plaque sur les enfants. Et alors là, j'ai trouvé cette revue récente qui disait, mais alors là, vraiment, ça court pas les rues. Alors c'était sans doute pas exhaustif, mais donc c'est une revue de l'année dernière. Il y avait que 25 cas à partir de 22 case reports, et c'était surtout des atteintes ophtalmo et salivaires après le pancréas. Et puis il y avait que 2 patients avec cholangite IgG4, mais je suis sûr qu'il y a des cas qui n'ont pas été rapportés. Je ne sais pas si vous avez des expériences. Immune. Oui, mais là, il mettait tout ce qui était maladie IgG4, puis après, sur l'atteinte spécifique, c'était encore plus dur. Alors, comment on traite ça? Alors, une notion importante, mais qui ne doit pas nous quand même trop nous perturber, c'est qu'on peut avoir des améliorations spontanées, jusqu'à 10% des cas. Mais le plus souvent, bien sûr, il y a une indication au traitement qui repose sur les corticoïdes. Alors avec un protocole empirique, par exemple à la Mayo Clinique, ça ressemble un peu au traitement des hépatites auto-immunes. Corticoïdes, donc 30-40 mg pendant un mois, puis eux, ils diminuent sur 3 mois.
Et vous avez vu, normalement, au bout d'un mois, on doit avoir une réponse biologique claire. Mais la notion importante, c'est que la récidive, quand on arrête les corticoïdes, est fréquente, en gros dans la moitié des cas. Et surtout, lorsqu'il y a une atteinte proximale, ça c'est le taux de récidive en fonction de la enfin, c'est la survie sans récidive. Donc, quand c'est uniquement distal, ben, il y a finalement relativement peu de récidive et beaucoup plus quand il y a une atteinte au niveau intrahépatique ou au niveau du HIL. Quand ça récidive, qu'est-ce qu'on fait habituellement? Ben, on retraite par corticoïdes, on ajoute, comme une hépatite auto-immune, on ajoute de l'imurel ou du mycophénolate. Et après, c'est le problème du traitement d'entretien. Certains disent qu'il y a des malades avec des petites doses de corticoïdes au long cours, moins de 10 mg par jour, ça se passe très bien. Alors, en cas vraiment de résistance, bon, il y a le traitement mécanique qui peut être que temporaire, et puis il y a le rituximab, ça c'était un des premiers case reports, puisqu'on a vu que c'était une prolifération lymphocytaire B, donc ça a du sens, on va revoir ça rapidement après. Le pronostic à long terme, il est mal connu, et il y a occasionnellement des cas de cholangiocarcinome qui ont été rapportés. Alors il y a des données un peu plus récentes qui ont été montrées, et ça c'est donc une grande série anglaise sur alors maladie IgG4, mais presque toutes avec une pancréatite auto-immune, mais il y avait quand même 60% aussi de cholangite associée. Donc ils trouvaient, oui, les corticoïdes, ça marche très bien, la rechute 50%, mais ils trouvaient une mortalité, alors le suivi médian était de l'ordre de 4 ans, quand même non négligeable. Par rapport à une population appariée, c'était deux fois plus, et pas mal de cancers, y compris des cholangiocarcinomes. Donc ce papier nous a troublé un peu. Et puis très récemment, alors il y a l'énorme expérience japonaise. Alors est-ce que c'est exactement pareil que chez nous? Je ne sais pas. Mais vous voyez, donc c'est rétrospectif, mais enfin ils avaient quand même 527 patients suivis sur 15 ans. Donc c'était des hommes plutôt âgés. Alors là, ils ont presque toujours une augmentation des IgG4, très forte association à la pancréatite auto-immune, et une survie. Alors c'est à 10 là, c'est à 10 ans, une excellente survie. Très peu de cholangiocarcinome, parce qu'il y en avait 2 d'ailleurs qui étaient diagnostiqués en même temps, et surtout en termes de mortalité de cause hépatique, vous voyez, quasi nul, avec une très bonne réponse aux corticoïdes. Donc un papier plutôt rassurant. Sur le rituximab, en fait, l'expérience principale, c'est bien sûr dans les pancréatites auto-immunes. Ça, c'est encore à nouveau une série anglaise. Donc là, c'est les pancréatiques, mais avec une réponse au moins complète ou partielle dans tous les cas. Alors, très récemment, il y a eu un papier récent des internistes, donc des internistes français. Vous voyez, sur 33 malades, c'est quand même pas très fréquent, donc ils faisaient part de leur expérience avec le rituximab. Il y avait un tiers quand même qui avait une cholangite auto-immune, donc amélioration clinique dans la quasi-totalité des cas. Et vous voyez, ça c'est la survie sans récidive. Alors la plupart survivent, mais en tout cas la récidive est très fréquente. Donc c'est toute la question du traitement d'entretien, d'administration répétée. En termes d'effets secondaires, quand même, infection sévère chez 4 patients. Bien sûr, avec le rituximab. Donc, pour conclure, clairement, il y a encore beaucoup d'inconnus et de pièges. Donc, nous... S'il y a une maladie pancréatique associée, si c'est un homme de plus de 60 ans,
avec un ictère brutal et sans Mickey. Les critères de certitude, enfin les critères, on se base sur les critères STOR, mais l'histologie est rarement formelle, hormis pièces de résection, et les IgG4 sont loin d'être constamment élevés, donc on aboutit souvent plus à une probabilité qu'à une certitude. Mais si on a quand même des arguments relativement forts, je crois on peut proposer un traitement par corticoïde en évaluant bien sûr la réponse dans le mois qui suit. Même dans les vraies cholangites, IgG4, la récidive est cependant fréquente, environ la moitié des cas. Et si les récidives sont très fréquentes ou mal contrôlées par le traitement classique, se pose la question du rituximab, pour lequel quand même l'expérience est encore limitée. Voilà, écoutez, je remercie les très courageux qui sont restés.